La démission de Bruno Le Roux de son poste de ministre de l'Intérieur, une décision prise à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles, engagées comme ses assistantes parlementaires entre 2009 et 2016. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Bruno Le Roux sera remplacé dès ce mercredi par Matthias Fekl. Après les États-Unis, le Royaume-Uni interdit l'utilisation des ordinateurs portables en plein vol. Objectif, limiter le risque d'attentat. Une mesure qui vise uniquement les voyageurs en provenance de certains pays arabes et de Turquie. Le Brésil, touché par un scandale de viandes avariées, le premier exportateur mondial de bœuf et de volaille, a perdu de nombreux marchés. La Chine, le Chili mais aussi Hong Kong. Les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs ? Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Bruno Le Roux n'est donc plus le ministre de l'Intérieur de François Hollande. En poste depuis le 6 décembre dernier, il a démissionné ce mardi à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles, engagées comme ses collaboratrices parlementaires. Plus tôt dans la journée, le parquet national financier avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Anne-Claire Poignard. Une situation intenable, une démission express. 18h, Bruno Le Roux fait son dernier discours de ministre de l'Intérieur. J'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs. Une démission moins de 24 heures après les révélations de presse sur l'emploi de ses deux filles comme collaboratrices parlementaires. 10 contrats pour l'une entre la Toussaint 2012 et l'été 2016. 14 contrats pour l'autre entre l'été 2009 et l'été 2016. Montant total des rémunérations perçues à L2 selon nos confrères, 55 000 € environ. Des emplois en CDD occupés à l'Assemblée nationale dès l'âge de 16 ans. Aux dates indiquées, l'une travaille en entreprise, l'autre est lycéenne puis étudiante. Bruno Le Roux a tenu à repréciser sa version des faits. J'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires et universitaires d'avoir employé mes deux filles durant leur scolarité. Ces contrats, ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Mais ces emplois n'ont pas été déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le parquet national financier a ouvert une enquête. Le sort politique de Bruno Le Roux est déjà scellé. Bernard Cazeneuve donne une première indication en fin de matinée. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable. 14h30 à l'Élysée, en présence de Bernard Cazeneuve, l'exécutif règle les derniers détails de l'éviction de Bruno Le Roux. Un départ qu'il tiendra à annoncer lui-même. Et le nom du remplaçant de Bruno Le Roux à l'Intérieur est déjà connu. Il s'agit de Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur. La passation de pouvoir entre les deux hommes aura lieu ce mercredi matin, place Beauvau. L'enquête concernant François Fillon, elle, a été élargie ce mardi à des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. La justice veut savoir si le couple a produit des faux documents pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Et ce n'est pas tout. Selon les nouvelles révélations du Canard enchaîné, François Fillon a mis en relation en 2015 un des clients de sa société de conseil avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total. Benoît Hamon était à Bruxelles où il a notamment rencontré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ainsi que Pierre Moscovici, commissaire européen. Le candidat socialiste a défendu ses propositions pour une Europe plus forte. Parmi ses mesures phares, un traité démocratique de la zone euro et l'intangibilité des frontières. On va écouter Benoît Hamon. Nous devons défendre des principes. La légalité internationale, l'intangibilité des frontières, le principe des accords de Minsk qui doivent permettre aux Ukrainiens de retrouver la pleine intégrité de leur territoire, la pleine souveraineté sur leur territoire et discuter d'une politique qui ne peut pas être celle du fait accompli en Crimée. C'est difficile, c'est compliqué, mais en tout cas, moi, je m'engagerai résolument dans cette discussion et je n'accepte pas le risque que nous font courir celles et ceux qui, aujourd'hui, veulent réouvrir le dossier des frontières.
Et ce mercredi, les 11 candidats retenus pour l'élection présidentielle seront auditionnés sur leur projet par plusieurs centaines d'élus de l'Association des maires de France, l'AMF. Parmi eux, Philippe Poutou, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, était un peu plus tôt sur notre antenne. Il estime que les principaux candidats sont dans l'incapacité de répondre aux problèmes des Français. On va l'écouter. C'est quoi les solutions qui sont préconisées qui pourraient permettre à ce que justement on croit qu'il y a des choses qui vont se passer? Parce que là, en réalité, tout le monde sait très bien que tout est pareil, qu'on va continuer pareil, c'est les mêmes politiques grosso modo. C'est quoi qui a été discuté vraiment en rupture avec tout ce qui se fait aujourd'hui? Donc c'est ça qui manque. C'est qu'en fait, on sait qu'il y a des millions de chômeurs, on sait qu'il y a de la pauvreté, on sait qu'il y a des gens qui se gavent avec l'histoire des milliardaires. Vous avez vu les chiffres des milliardaires, ça augmente largement. Les profits des entreprises du CAC 40, ça augmente largement. Donc on sait qu'il y a de l'argent, on sait qu'il y a des fortunes. Et donc on regarde ça, il y a de la misère. Et c'est quoi les solutions? Dans le reste de l'actualité, la Syrie, Damas est toujours le théâtre de violents affrontements. Ce mardi, les rebelles syriens ont lancé leur seconde offensive en 3 jours. Elle a visé un quartier de la capitale syrienne, au nord-ouest de la capitale syrienne. Des rebelles qui ont bien du mal à garder le terrain repris ces derniers jours aux forces gouvernementales. Raphaël Vivant. Les combats font rage dans le nord-est de la capitale syrienne. Des factions rebelles ont lancé mardi un nouvel assaut contre les forces gouvernementales. En réponse, l'armée de l'air a bombardé les positions des insurgés, causant la mort de dizaines de personnes. C'est la deuxième fois en 3 jours que les rebelles attaquent des quartiers tenus par le gouvernement. Une précédente offensive dimanche avait été rapidement repoussée par les forces de Bachar al-Assad. Les combats se concentrent dans le quartier de Jobar, à 2 km à l'est de la vieille ville, et également à quelques kilomètres de la Ghouta orientale, la place forte des insurgés. Ces violences interviennent avant un nouveau round de pourparlers prévu jeudi à Genève. Les Nations Unies lancent un appel au calme. L'envoyé spécial demande à tous les invités qui participeront à la réunion du Conseil de sécurité et à ceux qui ont participé aux précédentes négociations de faire le nécessaire pour que le 5e round soit prêt, pour que nous puissions nous engager sur le fond des 4 dossiers qui nous attendent. Toutes les parties qui prennent part au conflit ont confirmé leur participation aux négociations, dont le but est de trouver une solution politique à la guerre civile. Le gouvernement syrien et les rebelles avaient conclu un cessez-le-feu en décembre dernier. Chaque partie s'accuse depuis d'avoir violé l'accord. Travailler ou encore regarder un film sur son ordinateur portable en plein vol, une habitude désormais interdite pour les passagers en provenance de plusieurs pays arabes et de Turquie voyageant vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Motif invoqué par les autorités, le risque d'attentat. La France et le Canada pourraient aussi bientôt franchir le pas. Les précisions de notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Le secrétaire à la sécurité intérieure, sorte de ministre justement de l'Intérieur ici aux États-Unis, a expliqué que des renseignements avaient été perçus par ces services faisant état de projets envisagés par des groupes terroristes d'utiliser des biens de consommation, probablement des appareils électroniques, afin de dissimuler des engins explosifs pour cibler des avions commerciaux, des moyens de transport aérien. Donc pour commettre des attentats, il n'y a pas de menace imminente a priori, d'après les renseignements recueillis, mais encore une fois, c'est dans l'air du temps et donc cela justifie ces mesures assez drastiques prises soudainement par l'administration américaine, vous l'avez dit, mais pas seulement, par les homologues à Londres également. Il faut savoir que pour la décision prise par les Américains, ce sont tout de même une 50aine de vols par jour qui sont concernés, donc énormément de monde. Ce scandale de viandes avariées au Brésil, premier exportateur mondial de bœuf et de volaille, après avoir vu ses importations suspendues en Chine et au Chili, le pays vient de perdre la confiance de Hong Kong, son premier acheteur de viande bovine. Les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs en augmentant notamment les contrôles sur les marchés? Laure Wagner. Chaque jour, dans ce laboratoire à Rio de Janeiro, des produits de consommation courante sont analysés et évalués avant d'être mis en vente. Depuis ce week-end, les opérations se sont intensifiées sur le poulet et le bœuf. Dans le cadre de cette opération, nous vérifions la présence de corps étrangers, si la viande a été altérée ou maquillée avec une substance qui n'est pas prévue dans la législation. Objectif des autorités,
rassurer les consommateurs après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée par la police brésilienne vendredi dernier. Une trentaine d'entreprises seraient mises en cause, dont les 2 géants mondiaux de la viande brésilienne. Un scandale qui touche de plein fouet le Brésil, premier exportateur mondial de bœuf et de volaille. En 2016, les exportations brésiliennes de viande ont dépassé les 10 milliards de dollars dans 150 pays. Alors le président Michel Temer tente de minimiser les conséquences de cette affaire. Nous avons ici 4850 usines, plus ou moins, des usines de produits réfrigérés au Brésil. Seulement 3 d'entre elles ont été interdites. Et il va y avoir des enquêtes sur 18 ou 19 autres usines. Plusieurs pays ont d'ores et déjà suspendu leurs importations en provenance du Brésil, le Chili, le Mexique, la Chine et Hong Kong. L'Union européenne surveille elle aussi de près les importations brésiliennes, en vérifiant qu'aucune viande ne provienne des établissements impliqués dans la fraude. Et un mot de culture pour finir. 15 ans après leur vol par la mafia italienne, 2 tableaux de Vincent van Gogh ont fait leur retour dans leur musée amsterdamois. À peine abîmés, les 2 œuvres du maître hollandais avaient été récupérées par la police italienne il y a 6 mois. Des tableaux dont la valeur est estimée à 50 millions d'euros chacun. Voilà pour ces tableaux. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.